Bonjour à tous. 30 millions d'euros levés par une entreprise française de la cybersécurité, c'est remarquable et c'est aussi la première actualité que nous allons décrypter ensemble dans ce Smart Tech dédié au débrief aujourd'hui. On reviendra aussi sur le RGPD, le règlement qui est censé protéger nos données personnelles avec un regard assez incisif par un avocat. Et puis ce sera notre rendez-vous Où va le web, mais sans plus attendre, je vous propose cette interview avec vraiment une très belle levée dans la cyber française. Et tous les jeudis, c'est jour de débrief dans Smart Tech. Aujourd'hui, pour décrypter toutes ces actualités qui nous agitent, j'ai convié en plateau Mikim Chikli, directrice générale de Weborama. Bonjour Mikim. Bonjour. Et bonne année. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech en 2023. Et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil, fidèle Alain, disrupteur. Bonjour Alain. Donc on va débattre ensemble des grandes actualités, mais la première qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette belle levée de fonds dans la cyber française. Et pour l'occasion, j'ai invité le cofondateur de cette entreprise, Jean Lamouret. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'Egeri, donc un spécialiste dans l'analyse et le pilotage du risque cyber. Votre idée, si j'ai bien compris, résumée, mais vous allez davantage nous l'expliquer, c'est de rendre visible le coût financier de ce risque cyber auprès de ces dirigeants. Est-ce que la menace déjà vous semble invisible et est-ce que ces coûts aujourd'hui sont des coûts cachés ? Les coûts sont cachés dans la mesure où souvent ils sont mal exprimés et mal présentés aux dirigeants. Ils ne sont pas réellement cachés. Après, la menace, elle est perceptible par l'écosystème cyber, par les spécialistes de la cyber, mais elle est mal appréciée souvent par les entreprises et par leurs dirigeants. Du coup, ce que propose notre plateforme... Il se concrétise comment ce décalage ? Parce qu'on les voit aux actualités, ces menaces cyber, elles existent partout aujourd'hui. On les voit, je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Ouais. Et on ne parle peut-être pas suffisamment aussi de l'impact financier que ça peut procurer sur l'entreprise. Et donc, nous, notre travail, c'est de transformer quelque part cette menace qui est technique, qui est une menace cyber, en un impact financier pour l'entreprise, pour qu'on puisse en faire un vrai sujet de board ou de comité de direction, et qu'on puisse arbitrer correctement, quelque part, les mesures de protection à mettre en œuvre au regard des risques qui pèsent sur les entreprises. Donc ça, c'est un outil qui va beaucoup plaire aux responsables de la cybersécurité en entreprise, parce que ça va leur donner des arguments. Alors, en fait, comment vous... C'est une cartographie, c'est ça, oui, c'est ça. Du risque cyber. Oui, c'est ça. Donc, c'est une plateforme. Qu'est-ce qui est pris en compte ? Qu'est-ce qu'on prend en compte ? On essaie de prendre l'ensemble des éléments constitutifs du risque cyber. Donc, le risque cyber, il est constitué de composants techniques. Si je vais prendre un exemple, ce sera plus concret. Ouais. Si on prend une chaîne de fabrication automobile, par exemple, on se prend cet exemple-là, l'objectif, c'est fabriquer des voitures et délivrer des voitures. Si jamais la chaîne de fabrication ne fonctionne plus, soit elle peut tomber en panne, soit elle peut être sujette à une attaque cyber qui crée une interruption de service. Et donc, ça aura un impact sur la délivrance de ces voitures. Et donc, ça va avoir un coût pour l'entreprise qui est bien mesurable par le chef d'entreprise. Donc, il a du mal à essayer à mesurer, lui, de son côté, la pertinence de cette menace, la réalité de cette menace. Et donc, c'est ce que va faire notre plateforme. Elle va prendre tous les ingrédients de ce système-là, tous les éléments de la menace, de vulnérabilité, et elle agence tout ça dans un système d'équations et d'algorithmes, et elle va lui présenter la réalité de cette menace, et aussi lui proposer, parce qu'à un moment, il faut proposer des solutions, les meilleures mesures de sécurité à mettre en œuvre au regard, quelque part, de ce risque. Et tout type de menace est prise en compte ? Pas uniquement des menaces de type ransomware, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça un peu qui fait l'infospectacle sur la cybersécurité, mais c'est pas forcément le risque le plus fréquent. Non. Ransomware, d'abord, c'est un risque maintenant macroscopique qu'on mesure, mais en fait, c'est toutes les menaces. Les menaces, ça peut être l'exploitation d'une vulnérabilité très technique pour prendre possession d'un système et voler un code source, par exemple. Oui. Ça peut être aussi faire du renseignement. Donc voilà, c'est toutes les techniques d'attaque qui permettent soit de créer une fuite de données, soit un prépositionnement aussi, puisqu'on parle beaucoup de géopolitique actuellement, malheureusement, avec l'actualité qu'on a en Ukraine et en Russie. Donc c'est du prépositionnement en cas de cyberattaque, par exemple, pour qu'une armée puisse, par exemple, démobiliser une armée adverse. Et donc, il y a un algorithme, si j'ai bien compris, qui va à la fois se nourrir des données de l'entreprise, mais aussi de données externes. Oui. Sur le niveau de menace actuelle, où est-ce que vous allez les collecter, ces informations ? Alors, il y a déjà des technologies de threat intelligence, d'analyse de la menace qui existent, et donc nous, on plug notre technologie sur ces technologies-là. Et donc, si la menace, typiquement, un groupe de cyberattaquants est beaucoup plus actif ou crée un ransomware particulier,
cette menace est détectée dans ces technologies de threat intelligence et on intègre cette information dans notre système décisionnel et ça fait remonter, comme la menace augmente, ça fait remonter la probabilité d'occurrence du risque. Et là, vous adressez des très grandes entreprises, j'imagine. Oui, alors c'est plutôt effectivement des grandes entreprises qui se posent la question, qui ont besoin de rationaliser. Mais qui sont déjà super bien protégées, qui sont déjà très sollicités par tout l'écosystème cyber. Oui, mais c'est un petit peu le problème, en réalité, si on s'arrête 2 minutes sur ces problématiques-là, c'est qu'ils ont empilé des briques technologiques depuis des années, sans jamais réellement se poser la question, est-ce que c'est efficace ? Et nous, ce qu'on propose, c'est le système inverse. C'est avant d'empiler des briques technologiques, on va regarder où est-ce qu'il y a vraiment des failles de sécurité, où est-ce qu'il y a vraiment des problèmes, et on va essayer de proportionner quelque part la ligne de défense au risque encouru, tout en étant capable de dire, voilà, ça peut me coûter tant, ça peut réduire ce risque de temps, et donc on propose un vrai retour sur investissement, et on est capable de le mesurer très précisément. Pour venir à votre question, oui. c'est principalement effectivement des grands comptes qu'on adresse parce qu'ils ont le niveau de maturité actuellement pour justement essayer de rationaliser leurs coûts, baisser leurs coûts cyber ou du moins les rendre plus efficaces. Alors c'est la question que j'avais posée. Est-ce que ça fait baisser les coûts des budgets de la cybersécurité dans l'entreprise ou est-ce qu'au contraire ça les augmente parce qu'on a une vision beaucoup plus réaliste de la menace qui est importante? Je pense que, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ancien directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, qui dit qu'il voilà, faut environ 10% du budget de la DSI pour adresser la problématique de la cybersécurité et ces budgets, ils sont actuellement pas alloués. Donc il y a un vrai besoin de toute façon d'investir davantage dans la cybersécurité. Donc 10% du budget consacré à l'informatique, on va dire, au système d'information de l'entreprise, doit être alloué aujourd'hui à la cybersécurité. Et dans les grandes entreprises, on en est loin. Et dans les grandes entreprises, on en est assez loin. C'est disparate en termes de secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité comme le secteur bancaire qui sont déjà correctement matures. Et puis il y a le secteur industriel qui a pris un petit peu de retard parce que il est digitalisé depuis un peu moins longtemps. Alors on a beaucoup de débats ici sur ce plateau sur la question de l'assurance du risque cyber. Ça peut être un outil très intéressant pour les assureurs aussi, ça. Absolument. Les assureurs font face à 2 difficultés actuellement. C'est le risque systémique. Justement, le ransomware, il se propage partout. Du coup, ça leur coûte très cher. Ils ont du mal à assurer tous leurs clients. Et l'autre difficulté qu'ils ont, c'est mesurer le risque qu'ils prennent à assurer un client. Parce que autant quand j'assure contre l'incendie, je sais à peu près si c'est inflammable ou pas, qu'est-ce que je peux faire en termes d'incendie. Mais par contre, le système d'information d'un client à l'autre est complètement différent. Et du coup, l'assurance a du mal à mesurer la posture du risque de ses clients. Nous, on inverse le problème. Nous, on dit à nos clients, mesurez votre propre posture, réduisez le risque par vous-même, ça vous coûte moins cher et vous le maîtrisez mieux. Et puis ce qui reste, ce qu'on n'arrive plus à compresser, le risque résiduel, vous pouvez le transférer à votre assurance en lui présentant une posture claire du risque pour que vous puissiez avoir une prime d'assurance adaptée à vos besoins. Mais alors moi, je me faisais la réflexion aussi, pourquoi pas dans l'autre sens, pourquoi pas vendre votre technologie aux assureurs qui, elles, iraient auditer avec les entreprises et mesureraient la pertinence ou non de les couvrir. Alors évidemment, c'est des partenariats qu'on va mener grâce à cette levée de fonds, mais la posture de risque cyber, la mesure de son exposition, ça prend un certain temps quand même. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs à ça qu'est confronté le marché de l'assurance, c'est qu'un audit ne suffit pas à mesurer précisément l'exposition de ses clients. Et ça serait un audit qui serait trop coûteux. Donc, il vaut mieux transférer quelque part ce travail-là à l'assuré pour que lui déjà mesure son risque, en prenne possession, soit responsable. Et décide là où il faut couvrir. D'accord. Alors donc, c'est intéressant quand même ces histoires d'assurance, parce que les 30 millions d'euros, donc déjà félicitations que vous venez de lever, vous l'avez levé, cette collecte auprès d'investisseurs dans la cybersécurité, mais aussi de l'assurance. Oui, c'était ce qu'on souhaitait faire. Hein. Donc on avait déjà fait une première levée de fonds en 2019 de 4 millions d'euros auprès de Tikehau Capital, qui nous a suivis sur ce nouveau tour de table. Et puis on a continué à travailler avec des investisseurs dans le domaine de la cybersécurité, comme la Caisse des dépôts en France. On souhaite, avec ces 30 millions, accélérer sur l'Europe. Donc on avait besoin aussi, par exemplarité, d'avoir un actionnaire qui soit européen. Et on est très heureux d'avoir Tin Capital, qui est un investisseur dans la cybersécurité, qui est hollandais. Parce que l'idée, c'est, avec ces 30 millions d'euros, c'est le déploiement en Europe ? Oui, c'est ça, c'est du déploiement en Europe. D'accord. Voilà. Et puis, on est... le dernier fonds d'investissement qui nous a rejoint, le 4e, c'est Open CNP, donc de CNP donc Assurance, l'assureur. Bon. Donc tout ça, on va voir comment ça va permettre, parce qu'on est en plein questionnement aujourd'hui sur l'assurance cyber, mais aussi sur la consolidation de l'écosystème cyber en France. On n'est pas un peu trop éparpillé là aujourd'hui sur le marché ? Peut-être. Vous avez une politique d'acquisition ?
Ces 30 millions doivent nous permettre de faire de la croissance organique. Et puis voilà, on va regarder aussi le marché si on a la possibilité d'acquérir peut-être des entreprises européennes qui nous permettent de nous consolider. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté en France. Et il y a un vrai sujet, je pense que ça devrait être d'ailleurs un sujet européen, une vraie consolidation à mener en Europe sur ces sujets-là. Parce que vous avez toujours travaillé dans la cybersécurité. Qu'est-ce qui nous manque là aujourd'hui en France et en Europe pour vraiment se sentir mieux protégés ? Qu'est-ce qui nous manquait, je dirais parce qu'il nous manquait, à mon avis, une règlement. Alors, en France, on a mis en place quand même des choses et on est assez précurseurs et assez moteur sur le domaine de la cybersécurité, notamment au travers de la loi de programmation militaire qui avait imposé à tous les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire que les infrastructures critiques pour la France, d'avoir un niveau de sécurité correct. Oui. La France a poussé et a fait en sorte qu'au niveau de l'Union européenne, ce dispositif soit mis sur l'ensemble des pays de l'Union. Et donc, il y a la directive Nice qui était sortie en 2016 et qui a été renforcée maintenant en décembre 2022 pour ce qu'on appelle des entités essentielles ou importantes, donc des infrastructures critiques, privées comme publiques, remontent leur niveau de sécurité. Je pense que c'est déjà une première étape. Et donc, ce qui nous manquait, à mon avis, c'est que quand on n'a pas conscience du risque cyber, nous, c'est ce qu'on essaie de faire prendre conscience aux dirigeants de leur exposition au risque. Quand ils n'ont pas conscience, et c'est comme sur la route, il faut réglementer. Et donc, voilà, la directive Nice devrait nous aider à... Eh bien, la directive Nice 2, d'ailleurs, est au menu de Smartech. Je vous l'annonce dès lundi. On aura un débat à ce sujet. Merci beaucoup, Jean Laroumet, pardon. Vous restez avec nous pour l'ensemble de l'émission. Super. Président fondateur d'Egeri qui vient donc de lever 30 millions d'euros. Alain Staron, Mikim Chikli, c'est parti pour le débrief. Alors dans Smartech, on débat de l'actu-tech avec des insiders, des gens qui travaillent dans la tech. En l'occurrence, Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Je précise qu'il est resté également avec nous en plateau Jean Laroumet, président fondateur d'Egeri, qui vient de lever 30 millions d'euros. C'était la grande actualité avec laquelle on a ouvert cette édition. Merci d'être resté avec nous pour commenter avec nos deux décrypteurs hors pair, évidemment, ces actualités. On va commencer par cette vague de licenciements qui touche la tech. Alors, c'est Le Monde qui nous rappelle quand même que depuis 2022, 1150 entreprises de la tech ont supprimé plus de 190 000 postes. Dernière annonce en date, on l'a vu vendredi sur le blog de Google, 12 000 licenciements annoncés. Est-ce qu'il vous semble que c'est une simple correction post-Covid, où là, il y a eu une envolée de recrutement, puisqu'on était en accélération sur le numérique, ou est-ce que ça révèle un peu autre chose ? Mikim. Moi, je pense que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a eu une petite couche additionnelle de recrutement qui s'est fait, je ne veux pas dire à la va-vite, mais rapidement au moment du Covid, parce qu'il y a des besoins qui se sont accélérés dans le domaine du digital. Mais il faut savoir qu'en fond de tâches, il y a un ralentissement du marché publicitaire très fort. Il y a une disruption de nouveaux acteurs et d'anciens acteurs. Si on prend Apple avec l'ATT qui a bloqué grâce au consentement, je dis grâce, au consentement, en fait le stream de consentement qui fait que Meta en particulier, mais YouTube également, se sont retrouvés avec des problématiques de baisse d'audience sur leurs applications. Donc ces deux éléments-là font qu'aujourd'hui, il y a un peu une perte de confiance. À côté... Donc grosse perturbation sur le marché publicitaire dans le numérique, notamment liée aux décisions d'Apple, c'est vrai, mais pour la protection des données, nous en Europe, on était déjà prêts pour ça. Oui, on était déjà prêts. Et pourtant, on souffre aussi de... C'était pas tout à fait fait quand même, parce que la mise en place de l'ATT, ça a été assez douloureux pour forcer ces géants à mettre en application les règles européennes. C'est pas évident de les attraper, c'est des petits poissons qui glissent. Et je pense qu'à côté de ça, il y a une accélération aussi des acteurs, des nouveaux acteurs dans la publicité. Et donc, Amazon rentre comme nouvel acteur sur le retail. Apple, évidemment, était bien content de bloquer, d'avoir cette loi pour accélérer aussi ses revenus publicitaires. Et puis, il y a des petits nouveaux entrants, Snapchat, qui est très performant en termes de retour sur investissement dans les investissements publicitaires. Et TikTok, mais qui est aussi décrié par rapport aux problématiques de propagande, etc. Ce qui n'empêche absolument pas les annonceurs de continuer à investir dessus. Oui, intéressant. Alain, votre analyse ? Google a recruté 21 000 personnes entre 2021 et 2020. Et le Covid.
Et quand on regarde en gros le chiffre d'affaires de chaque salarié Google génère 1 million d'euros, 1 million de dollars, 6 à peu près. Facebook, c'est exactement le même ratio. Et effectivement, comme dit Miklik, quand le marché de la pub ralentit, ces gens-là sont exposés 95% à la pub. Apple, c'est 2,4 millions par employé. Apple, c'est 1,5 fois le chiffre d'affaires de Google et c'est pas plus d'employés. Au passage, c'est pas mal de faire du hardware. Apple, c'est pas que de la pub aussi, hein. Voilà, c'est ça. C'est pas mal de faire du du hardware. matériel. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est toujours confrontés à des investisseurs qui nous disent, moi, j'investis que dans le logiciel et pas dans le hardware. Nous, on fait du hardware. Grosso modo, à un moment, la sortie, elle va passer par le hardware. Donc, il y a effectivement le fait qu'Apple a bloqué, et Apple a bloqué en Europe aussi. Hein. C'est pas juste le RGPD qui fait que ça ralentit. Et toutes ces conséquences de baisse du marché publicitaire, après une envolée extraordinaire, il y a eu plus 40% entre 2021 et 2020 sur les chiffres d'affaires. Plus 40%. Donc forcément, il y a une correction. Voilà. Pour moi, c'est normal, quoi. Et à côté de ça, c'est pas le même pot, mais ils se prennent des amendes les unes derrière les autres. C'est pas des petites amendes, ça fait des petits trous quand même dans le PNL. Absolument, ça c'est vrai. Vous les sentez, vous, ces tensions-là sur Nous, ce qu'on ressent, le marché européen également? Oui, mais nous, ce qu'on ressent surtout, c'est que c'était très difficile pour nous de recruter des salariés. Donc voilà, le marché. Justement, ça en fait plein qui vont arriver et se libérer là. Alors, on ne sait pas à quel prix en revanche. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent les recruter. C'est pas forcément les moins chers, ceux qui sortent des GAFAM. Non, mais c'est peut-être des personnes qui sont très. Et vous pouvez recruter worldwide partout dans le monde aujourd'hui? Ça fait partie de votre politique? Oui. Alors bon, on a plutôt une stratégie européenne, donc c'est plutôt sur l'Europe. Mais enfin, voilà, on se déploie un peu partout dans le monde malgré tout. Alors, on va parler justement des tensions sur le recrutement dans la tech ici en France, puisqu'on a un baromètre à ce sujet qui a été publié par Q, un cabinet de conseil et d'études, publication qui date tout juste d'hier. Tensions sur le recrutement dans le secteur de la programmation, mais aussi du conseil informatique. Vous avez eu accès aux chiffres. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Quand on regarde les courbes, c'est un peu au-dessus du marché général de l'emploi, mais pas tellement. Et la progression à peu près similaire, voire la tension baisse un peu dans le dernier trimestre sur ce métier-là par rapport à la moyenne. Donc, nous, effectivement, on souffre. Hein. On n'arrive pas à recruter. Je confirme, c'est un truc très compliqué. Au-delà de ça... Parce que sur la tension, moi j'ai vu quand même niveau de tension quand même beaucoup plus élevé que la moyenne française sur les autres secteurs. Depuis 2011, on est 4 à 8 fois oui, mais ça baisse. Supérieure à celle enregistrée tout secteur confondu. Mais c'est vrai que là, il y a une correction. Cette correction, une énorme correction. Fin 2022, on va dire, commence à atténuer un peu et je ne sais pas à quoi tensions. c'est dû, parce que les besoins de notre côté ne font que croître et emplir. Hein. Donc, je ne sais pas. Et alors, il y a aussi peut-être que l'éducation a pris les choses en main, donc on commence à former un peu plus d'ingénieurs. Le problème, c'est que c'est des métiers où, sans formation, on n'y arrive pas. Ouais. Et l'alternance, c'est très bien, nous on prend beaucoup d'alternants, mais il faut qu'ils soient en école aussi. Ouais. Voilà, donc il y a un vrai sujet. Hein. Alors, moi, je rejoins sur ce sujet de la formation. Elle est là, la tension. C'est-à-dire que le nombre de collaborateurs ou collaboratrices disponibles qui arrivent sur le marché est très faible. Alors, il y a une initiative dans notre métier, qui est plus le métier de la publicité, du marketing en ligne, qui est la création d'un label, le label Digital School, où on certifie les écoles sur un curriculum très spécifique, à partir du niveau de master, pour qu'on s'assure d'une formation qui soit relativement complète afin de délivrer sur le marché des expertises et des nouveaux collaborateurs, des jeunes collaborateurs qui s'intéressent également à nos métiers. Parce que l'attention, elle est aussi là. Il y a des métiers qui sont plus du tout attractifs. Dans le numérique, y compris dans le marketing digital, la publicité ? Il y a différents niveaux. Ouais. Et il y a différentes entreprises qui arrivent à recruter et d'autres qui n'arrivent pas à recruter. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on disait précédemment, le fait que les GAFAM ne recrutent plus, finalement, on va retrouver des candidats sur le marché qui, eux, voulaient absolument être dans les grandes entreprises parce que c'est chouette, parce que c'est cool, se rabattent finalement sur des entreprises où ils vont retrouver des aspects peut-être beaucoup plus humains, de proximité, où on a une formation qui est vraiment, j'allais dire, beaucoup plus humaine en fait, à l'échelle des petites entreprises. Et donc, on a beaucoup de mal à recruter, mais surtout, on a un problème de compétences. Alors sur ce problème de compétences, qu'effectivement, en général, ce sont des activités sur lesquelles on attend des jeunes diplômés qui apportent une expertise, mais peut-être qu'il faut revoir aussi notre façon de recruter. Peut-être qu'il faut qu'on accompagne
ces jeunes et les former en interne. Peut-être qu'il faut qu'on aille aussi chercher des plus seniors. Oui, alors Oui. il y a un sujet de formation continue. Chez Géry, vous prenez que des jeunes diplômés? Non, on prend beaucoup d'alternants, mais après les alternants, il faut être capable de les encadrer. Donc il y a quelque part une sorte de pyramide des âges à respecter. Ouais. Il faut être capable d'aller chercher nous, ce qu'on appelle des champions, des seniors, et puis être capable aussi d'onboarder des jeunes qui... Parce que en fait, il y a les compétences techniques, mais il y a la compréhension de notre technologie, ça prend du temps. Dans tous les cas, ça prend du temps d'intégrer quelqu'un, de l'onboarder. Nous, on se prend entre 18 mois et quasiment 24 mois. Donc un alternant, on sait que s'il faut 24 mois pour le former, s'il faut 24 mois pour le former à notre technologie, c'est la bonne solution. Après, du coup, on a développé, on peut être innovant aussi, on a développé une Égérie Academy pour essayer d'incuber, et puis voilà. Oui, c'est ça. On voit effectivement vos secteurs d'activité qui prennent des initiatives pour accompagner les formations qui soient en adéquation avec les besoins du marché. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit un taux de CDI qui est à la hausse, Oui. Les salaires aussi. Donc voilà, on a envie plutôt d'encourager les jeunes à se tourner vers ces professions. Tout à fait. Et la formation continue est fondamentale parce que la réalité du marché, qu'on a mesuré avec une étude de l'OCDE, c'est qu'une compétence est obsolète au bout de 18 mois. Ouais. Tellement il y a une évolution très précise, que ça soit dans la maîtrise des langages, des algorithmes, ou que ça soit simplement dans la compréhension de la mécanique des technologies. Donc il y a à tout niveau, ingénieur jusqu'au commercial technique, une formation qui est nécessaire en continu. Et puis il y a un dernier sujet, il faudra aussi ouvrir un peu plus, je ne sais pas comment, les filières sur ces métiers-là aux femmes. Et oui. C'est quand même la moitié de la population. Absolument. C'est dommage de Et il y s'en en a priver. si peu. Et plus c'est correction des plus. biais cognitifs. On en a Moi, je cherche que des femmes, enfin beaucoup de femmes, c'est de la discrimination positive, pour corriger des biais cognitifs que toute population a. L'idée, c'est de mixer au mieux. Et ça, pour Absolument. l'instant, on manque cruellement de profils. Chercher une data scientist, c'est compliqué. Et ce qui était intéressant aussi dans ce baromètre Q, c'était le regard sur les régions. Oui. Donc moi, j'ai découvert que les régions de Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie avaient un fort besoin de talents tech. C'est pas que à Paris que ça se passe. Hein. Alors ça, c'est aussi l'effet Covid. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont partis en province. Comme vous, Mikim. Oui, tout à fait. et en partant en province, finalement, il y a ce besoin local, parce que les entreprises ont délocalisé une partie. Nous, on a des bureaux, par exemple, à Bordeaux, ont délocalisé une partie, mais sinon, on peut travailler de partout. On a aussi un bout de bureau à Lyon. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'historiquement, les entreprises n'aiment pas trop ça. Et donc, privilégient encore de recruter des gens qui peuvent venir un petit peu sur place. Surtout que les grosses croissances, c'est à 1 heure de train de Paris. Oui. La Normandie et la Bourgogne, on n'est quand même pas très loin de On Paris. n'est pas très loin. Ça sent quand même beaucoup le télétravail, et la Corse est en négatif. Ouais. Pourtant, c'est un très bel endroit pour vivre. Juste peut-être un complément sur ce sujet. Nous, notre siège social et notre centre de R&D est à Toulon. Oui. Nous sommes à la mer, on a beaucoup de chance. Et j'habite là-bas, du coup. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins de turnover aussi. Et donc ça, c'est quelque chose de remarquable, parce que quand on dit qu'il faut 24 mois pour onboarder quelqu'un, si elle part au bout de 25 mois, ça coûte cher à l'entreprise. Oui. Et donc, ce qu'on observe, nous, en tout cas, en région sud, c'est qu'il y a un peu moins de turnover sur ces profils-là. Allez, troisième actualité, c'est autour des cryptos. Là, on a l'ADAN, donc, qui représente les acteurs du crypto, de la crypto, qui propose des prestations de services dans les cryptos actifs en France, qui dit ouf, parce que ça y est, les députés ont rejeté un amendement qui était censé rendre obligatoire l'agrément pour tous les PSAN, pour tous ces prestataires de services sur actifs numériques. Donc, bonne nouvelle pour nos acteurs français qui se sentaient pénalisés, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les clients, les investisseurs ? Parce que c'était censé quand même protéger et aussi mieux réguler cette profession. Mais il renforce quand même la partie de référencement. Donc il y a cette partie-là qui est nécessaire. Je pense que la régulation va venir. C'est toujours long. Le régulateur. Donc ils ont rejeté pour, à mon avis, revenir beaucoup plus en force. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, les cryptos remontent. On est carrément, quasiment au niveau de FTX, avant la chute d'FTX. Donc ils ont redynamisé quelque part un intérêt sur ce marché. Mais la protection va revenir. Moi, je suis sûre qu'il va y avoir une deuxième lame qui va revenir. Parce que l'agrément, c'était une histoire principalement d'assurance et de fonds propres. Si tant qu'on ne rend pas ça obligatoire, on permet du FTX. Exactement. Dommage. Oui. Mais on comprend aussi un peu l'émoi de l'écosystème français, parce qu'il y a un règlement européen qui est toujours attendu, qui s'appelle MiCA, qui est
voilà, toujours pas à l'œuvre. Et nous, on aurait été un peu les premiers à assumer une réglementation plus forte. Donc finalement, on se serait pénalisé nous-mêmes avant même d'imposer ces règles au niveau européen. C'était ça, en fait, l'enjeu. Oui, tout à fait. Bon, un commentaire sur les cryptos? Non. Pas spécialement. Alors, on passe directement à l'affaire Lucha, ou Lucha, je ne sais pas comment vous prononcez. Lucha ? Lucha? Eh bien, allons-y sur Lucha. Est-ce que Lucha nous révèle une énorme faille dans le règlement européen sur la protection des données personnelles? On va préciser ce que c'est. Donc une extension pour navigateurs qui permet d'accéder en fait aux coordonnées de gens qui nous intéressent et qui ont un compte sur LinkedIn ou Salesforce. On peut avoir accès comme ça à leur numéro de téléphone ou leur email. Ça fonctionne grâce à des applications qui vont aspirer en fait les contacts comme Simpler, Mailbook ou Cleaner Pro qui étaient disponibles en France jusqu'en août dernier. La CNIL s'était saisie de cette affaire parce que j'avoue que nous-mêmes, ça nous arrivait de regarder, de pouvoir accéder à des données comme ça qui étaient cachées derrière des comptes LinkedIn, donc c'était fort pratique. Mais il y a eu des plaintes évidemment parce que c'était pas normal au regard du RGPD de pouvoir faire ça. Et la CNIL a attesté que, comme ça, la société avait récupéré, sans leur consentement, les numéros de téléphone et des adresses mail professionnelles d'1,5 million de Français. Et pourtant, patatras, on est obligé d'abandonner tout recours. On clôt le dossier du côté de la CNIL parce que cette affaire peut donner lieu à aucune poursuite. Finalement, on se rend compte que Lucha arrive à passer entre les mailles du filet RGPD. On a un gros trou dans la raquette, là, non? Oui, le règlement ne prévoit pas cette notion de non-territorialité. Et donc, comme ils ne sont pas attrapables sur un territoire qui couvre le cadre du règlement RGPD, ils peuvent les condamner, mais ils ne paieront pas l'amende, parce que s'ils font appel, ils s'en sortent. C'est perturbant. C'est quand même des citoyens européens, quelque part. Israélo-américaine, l'entreprise, elle est pas... L'entreprise, oui. Ouais. Mais Les clients, c'est bien des clients français. dont les il données... faut bien attaquer une entreprise, et pour ça, il faut qu'au niveau du territoire, ce territoire soit couvert par RGPD. Il faut faire comme les Américains de l'extraterritorialité. Oui, on l'a pas fait, nous. Bon, après, j'ai quand même un autre sujet, c'est que je pense que ça fait partie de ces technologies qui surfent sur des possibilités. C'est-à-dire qu'ils revendiquent... Moi, j'ai refusé d'aller la charger parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver à moi, mais ils revendiquent d'aller chercher que des choses qui sont publiques. Et donc, si jamais ça devait aller au bout de l'exercice, c'est pas eux qu'il faut attaquer. C'est ceux qui ont mis les choses publiques, les données privées publiques. Ça me rappelle le compte Twitter. C'est ça tout l'enjeu, c'est qu'en fait, oui, il n'y a pas de représentation européenne de cette entreprise Lucha, mais en plus, elle dit, moi, je n'exploite pas du tout ces données, je ne les collecte pas. On a un truc compliqué. J'ai un parallèle qui est assez marrant, c'est le compte que Elon Musk a fermé sur Twitter qui donnait en temps réel la position de son jet. Oui. La donnée est publique. Oui, tout à fait. Et donc, si la donnée est publique, il y a un petit malin qui s'est dit j'aspire la donnée, je la remets sur Twitter où là j'ai une vraie plateforme, n'importe qui pourrait le faire. Donc, Elon Musk, comme c'est le patron, il a bloqué le compte en disant ouais, tout le monde suit en temps réel, et puis après il l'a remis en disant si c'est de la veille, ça va. Mais la donnée existe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de gens dont le métier est d'utiliser des actifs dormants, enfin des informations. Mais là, en plus, ils n'en font pas une offre spécifique de service. Il n'y a aucun traitement sur ces données. C'est pas commercialisé en tant que tel. C'est juste un accès, en fait, qui est offert. Donc, c'est pratique. Mais de même que qu'est-ce que fait Google? Google rend facile l'accès des données publiques. Voilà, c'est pas découvrir, autoriser des données personnelles, c'est rendre facile un accès qui existe déjà. La question qu'on est en train de se poser, c'est que les technologies du net, au sens très large, sont en train de démultiplier des effets, des moyens qu'on ne pensait pas possibles. Et soudain, on est devant un truc, mais c'est trop gros pour nous. Voilà, mais c'est pas le RGPD qui peut traiter ça, du tout. Et ce que dit Lucha, c'est que eux permettent cet accès-là en fait pour lutter contre la fraude en ligne. Donc ils ont une mission, on va dire, là aussi inattaquable. Oui, et honnêtement, sauf que quand même, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à renforcer là sur le règlement sur la protection des données? Très clairement, il faut aller au-delà de cette histoire de territorialité. Il y a un usage puisqu'ils mettent à disposition ces données aux autres. Donc eux se disent à leurs clients. Donc ils sont quand même des clients. Voilà. Donc il y a quand même un sujet. Il faut renforcer aussi les notions de consentement. Oui. Cette notion de consentement, elle est fondamentale. Les gens ne savent pas ce qui se passe. C'est ça le problème, c'est la transparence. C'est que là, les 1,5 million de Français dont on a aspiré les informations
n'ont jamais donné leur Puis consentement. attends, il y a un pour ça. truc un peu plus compliqué. Vous savez qu'un tel travaille dans telle entreprise. Vous trouvez par ailleurs la syntaxe email de l'entreprise. Oh non. Eh bien, vous trouvez son email. Oui. Et n'importe Et qui son peut numéro le de faire. téléphone. Ils ont juste automatisé un truc. Son numéro de téléphone C'est compliqué. fixe de la boîte, mais Tout le monde met son portable, il n'y a plus de fixe dans les Ouais, entreprises. c'est vrai. Mais cette histoire d'email, même si votre mail n'est jamais public, si je sais où vous travaillez, je vais trouver votre email. Alors je peux le faire personnellement, ça va être compliqué. Lucha a juste rendu plus simple un truc à la portée de tout le monde. Donc c'est ce qu'on va interdire, le fait de faciliter, d'avoir des outils facilitateurs. C'est très compliqué. Le RGPD, à mon avis, n'est pas la réponse. Ça permet de Pas prendre que la conscience. réponse. Oui, ça permet de prendre Vous conscience. vouliez du commenter, sujet. Jean? Non, mais effectivement, il y a une problématique de consentement. C'est-à-dire qu'à un moment, on consent à donner des informations à une application, c'est pas a priori qu'elle soit exploitée par plein d'autres applications. Mais on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'on peut élargir effectivement la problématique de consentement. Je suis entièrement d'accord avec vous au niveau du RGPD. Enfin, je dis où je travaille, les gens trouvent mon mail. Voilà, mais Mais j'ai rien dit sur mon mail, jamais. Voilà, Nulle mais part. si l'application a J'ai- trouvé mon mail, elle peut m'envoyer un mail justement pour me dire est-ce que vous consentez à ce que j'utilise vos données Exactement. personnelles. J'ai par pas exemple. donné l'autorisation, même si on trouve mon mail, j'ai pas donné on pourrait- l'autorisation à Ah, l'usage de mon effectivement, mail. ouais, on pourrait faire ça. À On des fins pourrait de faire ça, mais commercialisation. alors il y a des outils de protection dans la cybersécurité qui permettent d'ailleurs de filtrer les Oui. mails que l'on reçoit. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question en disant qu'est-ce qui manque à la cybersécurité. Ah, Il manque vous allez ce que- rajouter quelque chose. Mais oui, parce Ouais. qu'il manque ce que le RGPD a fait. Qu'est-ce qu'a changé le RGPD en fait? D'abord, le RGPD, il a rajouté 4% du chiffre d'affaires si jamais il y a si on traite mal les données. Et du coup, les directions générales ont dit oula, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que 4% de mon chiffre d'affaires, c'est considérable. Et donc, voilà, il faut réglementer un moment pour que le niveau de protection des données à caractère personnel a sensiblement évolué grâce au RGPD. Et je pense qu'en cybersécurité, c'est la même chose, c'est la réglementation. Vous en parlez lundi prochain, c'est la directive NIS 2 qui doit s'engager à faire se protéger. Ouais. Merci beaucoup. Ah, une actu peut-être à partager, Alain. Amazon Air qui se déploie en Inde. Alors pourquoi j'ai trouvé ça marrant? Pour deux raisons. D'une part, l'Inde monte en puissance. Je rappelle qu'un quart des iPhones va être produit en Inde. Ça y est, on est en train de sortir du Merci du la chinois. Non mais Ouais. il faut quand même essayer de varier ses risques. Mhm. Et le deuxième sujet, c'est que Amazon, de même qu'AWS n'était que la valorisation des ordinateurs, des serveurs d'Amazon pour des tiers, Amazon Air est la valorisation de la chaîne de distribution d'Amazon pour des tiers. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment... Expliquez-nous ça, pourquoi? Alors, Amazon, donc retail. Oui. Dans le retail, ils ont besoin de serveurs. Ces serveurs, ils ont plein de puissance de calcul. Est-ce qu'ils ne peuvent pas la sous-louer à d'autres? Ils ont créé AWS. Je donne des serveurs. Je loue mes serveurs à des gens qui font tout à fait autre chose que du commerce. Bien. Dans le retail, il faut aussi livrer. Donc, je monte une chaîne de distribution, y compris, je ne sais plus combien d'avions ils ont, enfin des gros avions, des Boeing, pour livrer partout dans le monde. Et ben, pourquoi est-ce que je ne proposerais pas cette chaîne logistique, pure logistique, à d'autres qui ne sont pas forcément dans le retail? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là où ils vont gagner de l'argent, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent sur le retail. Ils gagnent de l'argent avec le cloud. Exactement. Donc ils gagnent de l'argent avec AWS, donc ils ont pensé que Exactement. c'est une stratégie. Mais oui, Une la nouvelle source de stratégie, revenus. la stratégie, c'est je deviens leader mondial, j'achète de la part de marché. Le fait qu'ils ne gagnent pas d'argent sur Amazon, ils ne sont pas débiles. C'est juste qu'ils se mettent le moins cher du marché et ils ratissent le marché. Enfin, la proportion du nombre de transactions digitales qui sont faites chez Amazon, on est à 1 sur 2. Au moins 1 sur 2 dans le monde. On prend des leçons, on prend des leçons. Merci beaucoup Alain Staron d'Artifil, Mikim Chikli de Weborama et Jean Laroumet d'Egeri. À suivre justement, on continue à décrypter et débattre de ce règlement sur la protection des données personnelles parce que le 28 janvier, samedi, c'est la journée européenne de la protection des données. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. C'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi en plateau Jean Laroumet, président fondateur d'Egeri, Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Merci beaucoup. On est là pour interviewer Claude-Étienne Armingaud, avocat associé expert en droit des technologies et propriété intellectuelle au cabinet KNL Gates. On vous interviewe sur quoi? Sur samedi, journée européenne de la protection des données personnelles et donc ce règlement général de la protection qui est censé prendre soin de nous et de nos données dans le numérique. Est-ce qu'il fait bien le job? Je voulais d'abord vous faire réagir sur la Villa Numéris qui pose cette question. Aujourd'hui même d'ailleurs à l'occasion des assises de la data organisées par NetExplo. 5 ans de RGPD, ça se fête? Point d'interrogation. Qu'en dites-vous? Alors c'est un double anniversaire en 2023. On a les 5 ans de l'entrée en vigueur du RGPD et les 45 ans de la loi informatique et liberté. Donc la protection des données, c'est une longue histoire en France. Ça a changé, le périmètre opérationnel a changé. Au départ, dans les années 70, on était plus sur des mainframes, des gros ordinateurs. Aujourd'hui, on est
plutôt par des États, et on est passé sur des entreprises comme les GAFAM qui maximisent les données. Donc ça se fait parce qu'on est sur, pour utiliser cette traduction peut-être un peu barbare, un empouvoirment des personnes qui reprennent le contrôle de leurs données, qui sont quand même un élément intrinsèque de la personnalité. Donc ça se fait. Et est-ce qu'il vous semble qu'il est totalement fini, ce RGPD? Est-ce qu'il va falloir le faire évoluer? Parce qu'on a parlé juste avant que vous n'arriviez de l'affaire Lucha, avec cette faille énorme finalement dans le règlement européen qui ne permet pas de pénaliser cette société qui donne accès à des données de Français sans leur consentement. Alors, le consentement n'est pas forcément la seule base légale pour mettre en place un traitement, mais la grande nouveauté du RGPD par rapport à la directive ou la loi informatique et liberté, c'est qu'il y avait un impact extraterritorial. On peut aller chercher certaines entreprises, quand bien même elles ne sont pas établies sur le sol européen, à partir du moment où elles dirigent leurs activités vers des Européens. C'était déjà une révolution. Alors, elles ne dirigent pas leurs activités. Oui. Elles font des choses. Oui. Ça impacte éventuellement les Européens, mais elles ne dirigent pas l'activité. Mais ce n'est pas une offre de service et c'est pas non plus qui repose sur cette exploitation des données. Exactement. Et c'est pas non plus du profilage. Donc il y a peut-être des trous dans la raquette, mais on a quand même déjà une grosse avancée. Et pour l'anniversaire, pour le 5e anniversaire, j'aime autant me focaliser sur les avancées. Derrière, le règlement général, comme son nom l'indique, est général. Il va y avoir d'autres textes plus spécifiques. On a un paquet sur l'intelligence artificielle, sur les données non personnelles. Donc, c'est une base, c'est une fondation. Elle est relativement solide, elle est relativement flexible au niveau de son interprétation. Et quand on sait le temps que ça prend pour avoir des textes européens, heureusement que c'est là. Et puis ensuite, si on se rend compte que les technologies avancent, on ira faire des patchs. Et donc pour ce quinquennat, donc votre bilan semble plutôt positif. Quels sont vraiment les faits marquants que vous souhaiteriez souligner ces 5 années? C'est la prise de conscience. La prise de conscience tant par les personnes concernées qui se saisissent des droits que leur offre le RGPD. Parfois, il y a peut-être des excès, mais c'est comme pour tout, il y a un effet de balancier. Et puis prise de conscience par les entreprises. Qui se rendent compte que ce n'est pas uniquement un investissement à perte, ça peut être un investissement marketing, c'est un investissement vertueux. Le RGPD avait pour vocation de créer une culture d'entreprise de la protection des données. J'aurais aimé que la prise de conscience aille plus loin et que ça fasse vraiment partie de tout ce qui est RSE. Parce que ça fait partie de la RSE, c'est la vertu des entreprises. Mais on y arrive, c'est peut-être un chemin parallèle. Mais ça va dans le bon sens. Alors, je vous propose d'écouter la question de Caroline Ricros, avec qui je travaille. Les Français prennent-ils les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leurs données? Alors, les mesures de sécurité, elles incombent aux responsables de traitement, donc aux entreprises. Donc, si on parle des Français en tant qu'individus, oui. Ils ont cette prise de conscience. Mais ce n'est pas à eux de prendre ces mesures de sécurité. C'est aux entreprises qui sont dépositaires des données qu'elles traitent pour leur compte à eux, mais qui se réfèrent aux personnes elles-mêmes. Ensuite, la question sous-jacente, c'est est-ce que les personnes sont bien conscientes des mesures de sécurité que mettent en œuvre les responsables de traitement quand ces derniers traitent leurs données? Pas vraiment. Il y a un certain... comment dirais-je? Pourtant, c'est la clé, la transparence, justement, du RGPD. C'est la clé, mais on souffre encore trop d'entreprises qui mettent du jargon juridique. Ouais. Et pourtant, les autorités de protection tapent sur ces acteurs qui essaient de noyer le poisson dans leurs conditions générales, qui sont trop floues. Donc il y a encore du chemin à faire. Encore une fois, c'est un bilan qui est positif, c'est pas un bilan qui est parfait, il ne le sera jamais. Bon, alors... La journée mondiale sur la protection des données, donc c'est samedi le 28 janvier. Ça, c'est une journée qui a été décrétée en 2006 par le Conseil de l'Europe pour marquer la date à laquelle la Convention sur la protection des données du Conseil de l'Europe a été ouverte à la signature. Aujourd'hui, cette journée européenne, elle a un écho mondial. Hein. C'est aussi le Privacy Day partout dans le monde. Est-ce qu'il vous semble aussi que ce RGPD, on peut lui trouver la qualité d'avoir essaimé sur la protection des données partout dans le monde? Bien sûr, et c'était l'ambition première. On a des corpus réglementaires qui se développent. On a même un projet de loi fédérale aux États-Unis. Je ne suis pas certain de le voir aboutir de mon vivant, mais sait-on jamais. Ouais. Mais on a les Émirats arabes unis qui ont eu
une loi en 2022. On a d'autres pays qui émergent avec cette protection. C'est encore une fois, c'est un bilan positif, c'est pas un bilan parfait, puisque chacun de ces corpus réglementaires s'inspire potentiellement du RGPD, mais n'en est pas un décalque parfait. Et donc, pour les entreprises qui ont une assise mondiale, il va falloir... C'est encore compliqué, Oui. il va falloir s'adapter. Ouais. Merci beaucoup Claude-Étienne Armingaud du cabinet K&L Gates. On continue cette réflexion avec ce qui se passe dans les métavers. Parce que les métavers, c'est de nouveaux défis pour la protection des données personnelles. Mais là, Eva va nous parler plus précisément d'une solution pour parler toutes les langues qu'on souhaite dans ces métavers. Quelle langue parle-t-on dans le métavers? Que ce soit chez Meta ou Google, personne ne s'était encore posé la question de la traduction et de la communication au sein de ces nouveaux mondes virtuels et immersifs. Et pourtant, si ces géants veulent toucher demain un public plus large, il faudra être capable de traduire le plus de langues possible. Il faut dire que les internautes sont pour l'instant que 16% à avoir déjà interagi avec une plateforme de métavers, selon une étude du BCG. Alors, Meta, Google et Microsoft se réveillent et développent aujourd'hui leur propre technologie d'intelligence artificielle. Le but, traduire en temps réel et permettre à des personnes ne parlant pas la même langue d'échanger simultanément. Et oui, car même si l'anglais, le mandarin ou encore l'espagnol sont déjà très bien traduits par les systèmes actuels, 20% de la population mondiale ne parle aucune de ces trois langues. Meta est sur ce sujet d'ailleurs très en avance sur ses concurrents. Le groupe de Mark Zuckerberg travaille déjà depuis quelques mois sur son système de traduction universelle. L'idée est de faire un traducteur géant, plus puissant que tous les systèmes actuels et qui serait capable d'apprendre par lui-même avec l'IA. Un modèle qui fonctionne notamment avec des langues qui ne s'écrivent même pas, et cela concerne tout de même 40% des 7000 langues du monde. C'est ce qu'il a fait en l'appliquant pour la première fois au Hokkien, l'une des langues officielles de Taïwan, une langue très parlée. Petit bémol tout de même, la qualité de la traduction n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour être honnête, la vraie barrière à ce développement est en fait une question de puissance de calcul des ordinateurs utilisés. Un enjeu, pour l'instant d'ailleurs non résolu par Meta. Même si c'est un peu différent, Google Translate lui aussi permet de traduire plus de 100 langues entre elles, et Microsoft Translator, le logiciel propre à Microsoft, permet déjà de traduire du texte écrit ou oral dans de nombreuses langues. Mais ce qui pourrait vraiment être la nouveauté ici, c'est bien ça, un système capable de traduire une langue directement depuis un audio, sans avoir besoin de retranscrire ce qui est dit. Aujourd'hui, il est possible de parler à ce dernier qui va retranscrire ce qu'il entend avant de le traduire. L'objectif, que cette étape de retranscription disparaisse. Cela rendrait à l'avenir la traduction plus rapide et donc la conversation encore plus fluide. Merci à tous de nous suivre tous les jours régulièrement dans Smart Tech. Merci Jean Laroumet qui est venu nous parler de sa belle levée de fonds, président fondateur d'Egeri. Merci à Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil pour ses commentaires sur l'actu, et à maître Claude-Étienne Armingaud du cabinet K&L Gates pour nous avoir ouvert les yeux sur ce quinquennat du RGPD. On se retrouve très rapidement. En attendant, ce sera le best-of de Smart Tech demain.